Tout d'abord, je pense qu'il faut prendre le mot allié avec précaution. En l'occurrence, il n'y a pas de système d'alliance qui peut lier l'Iran avec tel ou tel autre État. C'est donc plutôt de partenariat dont il faut parler. Et si on fait la liste de ceux des États qui pourraient être proches de l'Iran ou soutenir ce pays, eh bien, elle est pour le moins réduite. En effet, on pourrait par exemple penser à la Russie ou à la Chine. Ceci étant posé, et la Russie, pour des raisons qui sont liées à sa tactique régionale, c'est-à-dire sa volonté de s'adresser absolument à tous les partenaires, Moscou ne tient pas à se lier trop avant avec Téhéran, même si, effectivement, la Russie a quelques sympathies, quelque empathie à l'égard de Téhéran. Pour autant, je ne crois pas que la Russie s'engage beaucoup plus avant. Quant à la Chine, nous savons qu'elle a besoin d'hydrocarbures, que l'Iran était un fournisseur important et qu'en raison des sanctions imposées par l'administration Trump, eh bien, le flux de livraison d'hydrocarbures de l'Iran à la Chine est en train de se réduire considérablement, voire même stopper. Pour autant, la Chine, là aussi, pour d'autres raisons que la Russie, ne tient pas à se fâcher trop avant avec les États-Unis pour une raison très simple, c'est que nous savons que sur un autre terrain, il y a des négociations assez difficiles, assez âpres entre Pékin et Washington sur la question des accords commerciaux. Et les Chinois ne veulent pas ouvrir un nouveau front de rivalité, d'opposition aux États-Unis, donc je ne crois pas qu'en réalité la Chine soit un État qui s'avance beaucoup plus en avant sur un soutien affirmé à Téhéran. L'Irak, pour sa part, est un État dont nous savons qu'il y a une véritable proximité, puisque une partie du peuple irakien, composé de chiites, a une empathie presque naturelle à l'égard de Téhéran. Nous savons aussi qu'une bonne partie des Irakiens, quelle que soit leur confession ou leur origine ethnique, d'ailleurs, ont assez peu apprécié l'assassinat ciblé du général Soleimani sur le sol irakien, ce qui est quand même un mépris absolu de leur souveraineté nationale. Donc ces facteurs vont plutôt dans le sens d'un accroissement de la proximité avec l'Iran. Pour autant, je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer le patriotisme irakien et le fait que les Irakiens, quelle que soit leur confession, y compris la composante chiite de la population, n'est pas prêt à s'aligner totalement sur Téhéran. Le meilleur exemple, c'est celui de Moqtada al-Sadr, qui est un dirigeant politique et religieux irakien, dont nous savons la grande proximité avec Téhéran. D'ailleurs, il passe une partie de sa vie en Iran, mais il est aussi un dirigeant qui promeut, qui se bat pour l'indépendance et la souveraineté nationale de son pays. Donc, l'Irak ne sera pas aligné sur l'Iran, même s'il y a une proximité. Enfin, quelques autres États régionaux, mais je passerai là beaucoup plus vite, je constate que la Turquie ou que le Qatar sont des États qui n'ont pas une animosité particulière à l'égard de l'Iran, tout au contraire, mais qui sont extrêmement gênés par le cours actuel des événements et qui, ma foi, restent l'un et l'autre très discrets et qui font tout pour, disent-ils, éviter une escalade. Ça, ma foi, on peut être d'accord avec eux, mais qui n'iront pas beaucoup plus loin. Voilà donc le panorama des États. Alors bien sûr, on pourrait parler des organisations non étatiques, c'est-à-dire des milices qui sont nombreuses dans la région, dont certaines sont véritablement inféodé à l'Iran, il est vrai. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'Iran contrôle totalement ses milices, et de toute façon, ce ne sont pas des alliés au sens étatique du terme, et donc ces milices ont une capacité de nuisance éventuellement. On ne peut pas les considérer comme des alliés au sens littéral. Alors sur cette question des pays, des États membres de l'Union européenne, on ne peut être qu'une fois de plus très déçu. Non seulement, une fois de plus, il est bien difficile à 28 d'avoir une position commune, et d'ailleurs il n'y a pas de position en tant que telle de l'Union européenne avec les 28 États membres qui se soient dissociés des États-Unis
ou de l'Iran d'une façon nette et claire. C'est déjà l'expression, une fois supplémentaire, de la faiblesse diplomatique de l'Union européenne. La deuxième chose, si on replace dans le contexte, on se souvient que les Européens ont prétendu, au cours des mois antérieurs, voire des années antérieures, lutter à leur façon contre le jeu de sanctions unilatérales qui a été mis en œuvre par M. Trump à l'encontre de l'Iran depuis le mois de mai 2018, et que ces Européens avaient prétendu inventer un système très compliqué appelé Instex, qui était en réalité un système de troc qui aurait permis d'échanger avec l'Iran sans passer par le dollar, ce qui évitait les sanctions américaines en raison de l'extraterritorialité des sanctions américaines. Mais pour autant, on constate aisément que ce projet d'Instex n'a pas le moindre début de concrétisation réelle, efficace et tangible. Donc là, cela montre une impuissance assez marquée des Européens sur cette crise iranienne. Mais peut-être plus grave encore, c'est que je constate qu'au cours du week-end dernier, c'est-à-dire après l'assassinat ciblé du général Soleimani, il y a eu une déclaration commune de M. Macron, Johnson et de Mme Merkel, communiqué commun de trois acteurs importants de l'Union européenne, cela va de soi, qui n'a eu de cesse de demander aux Iraniens de respecter l'accord de 2015 et d'abandonner toutes les mesures prises par les Iraniens qui les affranchissent des contraintes de cet accord. C'est quand même assez étrange, pour le moins, que ces Européens prennent plus de temps à critiquer et à exiger un certain nombre de choses de la part des Iraniens, alors que pour le coup c'est bien M. Trump qui a dénoncé unilatéralement l'accord de 2015 et qui, facteur aggravant au cours de ces derniers jours, a assassiné un leader de première importance en la personne du général Soleimani. Donc, plutôt que d'accuser ou de protester contre celui qui a rompu le cadre d'un accord de 2015 qui avait été très long à atteindre, 12 ans de négociations, je le rappelle, eh bien, je trouve plus facile de condamner ou d'exiger de l'Iran un certain nombre de mesures et surtout appel à la désescalade. Et pour sa part, si je particularise sur la question française, eh bien, je constate que M. Macron a publié un communiqué manifestant son entière solidarité avec les États-Unis. C'est-à-dire que, pour le coup, et les Européens et la France au sein de l'Union européenne se sont en réalité totalement alignés sur les États-Unis. Comment, dans ce cadre, peut-on une seule seconde imaginer que les Européens puissent avoir un rôle de médiation contribuant effectivement à la désescalade? Je crois qu'une fois de plus, les Européens ont manqué le coche, ne se sont pas donné les moyens d'agir positivement dans le cadre de crises et de tensions extrêmes qui prévalent dans la région du Moyen-Orient, et c'est une preuve nouvelle d'impuissance de l'Union européenne. Deux choses, je pense que tout d'abord, au-delà des déclarations des uns et des autres, il faut regarder les faits. Le premier fait, c'est qu'effectivement, il y a eu hier matin ce bombardement ciblé sur une base se trouvant en Irak, une base militaire se trouvant en Irak où se trouvaient des soldats américains, mais qu'il n'y a pas eu de mort et que les dégâts sont infiniment limités. Quand on regarde les photos satellites, on constate que les Iraniens, d'ailleurs, ont fait preuve de leur savoir-faire, de leur capacité de bombardement très précis, et je crois que c'était plus un avertissement de la part des Iraniens indiquant qu'ils ne se laisseraient pas faire et qu'ils ne baisseraient pas la tête devant les États-Unis. Mais ils ont su, et tant mieux, ma foi, produire une réaction de faible intensité, qui n'a pas entraîné de morts humaines, et c'est là l'essentiel. Et d'ailleurs, on a vu la conférence de presse du président Trump hier après-midi, qui lui-même allait dans le sens d'une volonté de désescalade. Pour autant, ne nous leurrons pas, je crois que la crise, elle n'est pas derrière nous, même si temporairement le pire a été évité, qu'il n'y a pas de dérapage incontrôlé, et tant mieux, on doit s'en féliciter, la crise n'est pas derrière nous et rien n'a été réglé. Et d'ailleurs, M. Trump a déclaré hier qu'il avait deux objectifs. Le premier, c'était de continuer la pression maximale à l'encontre de l'Iran en renforçant le jeu des sanctions économiques à l'encontre de Téhéran.
Mais il n'a pas donné plus de précision, et pour ma part, je ne vois pas comment les sanctions pourraient être encore plus dures que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Mais il y a la volonté maintenue chez les dirigeants américains, et en la personne de Trump, d'affaiblir au maximum le régime iranien par le jeu des sanctions, considérant probablement dans la tête de M. Trump que le régime iranien allait tomber comme un fruit mûr. Puis le deuxième aspect de ce qu'il a déclaré hier, c'est de faire appel à l'Union européenne, à la Chine, à la Russie, à la France, à la Grande-Bretagne, intimant de dénoncer l'accord de 2015. Donc on voit qu'il y a la volonté de Trump, non seulement d'affaiblir l'Iran, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi de procéder à une sorte d'encerclement du pays. Il a même évoqué le nécessaire déploiement de l'OTAN, des forces de l'OTAN, dans la région. Pour cela, il a besoin de s'adresser à ses alliés. Donc on voit qu'il y a une volonté de pression maintenue à l'encontre de l'Iran, et l'Iran doit bien en tenir compte. C'est-à-dire à la façon dont elle a réagi dans ce bombardement d'hier matin, montre qu'elle ne veut pas aller à l'escalade, qu'elle comprend très bien que s'il y avait accroissement des tensions, qu'il y avait opération militaire, elle ne serait pas en mesure de résister victorieusement parce qu'il y a une asymétrie des forces militairement parlant entre les États-Unis et leurs alliés et l'Iran, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, ne possède pas de véritables alliés dans la région ni au niveau international. Donc je crois qu'on ne peut pas imaginer à ce stade une intervention militaire états-unienne ou tout autre sur le sol iranien de la façon où ça s'était passé en 2003 en Irak. Ça, c'est une hypothèse que je ne retiens pas, mais pour autant, les tensions sont maintenues, les pressions vont s'accroître, et là, les Iraniens sont devant une difficulté, c'est comment sortir de cette situation. Ils sont habitués à résister, ils sont habitués à vivre dans une sorte d'économie de guerre. On sait que les Iraniens sont capables de faire beaucoup de sacrifices pour leur pays, mais cette situation ne peut durer indéfiniment. Et donc il s'agit plus que jamais que la dite communauté internationale, que l'ONU ou que toute partie de l'ONU puisse prendre des initiatives politiques et diplomatiques, car nous savons parfaitement que ce ne sont pas avec des moyens militaires que nous pourrons régler cette crise. En tout cas, c'est ce que nous pouvons souhaiter dans les meilleurs délais.